Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Carrefour Télévision dans la grande interview. Au Cameroun, l'orientation scolaire, universitaire ou professionnelle est la fonction la moins partagée. On n'a qu'à voir, lorsque les jeunes ont envie de nouvelles orientations, ils sont parfois perdus. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un spécialiste non seulement de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, mais aussi un spécialiste de la mobilité internationale, en la personne de M. Patrick Ngoumo. Bonsoir, M. Ngoumo. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous avez fait un bon voyage pour arriver dans nos studios? Oui, la route a été libre. Sentez-vous libre, hein, comme chez vous. Et vous avez aussi eu l'occasion de visiter nos studios. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai été émerveillé par la qualité des infrastructures, déjà le bâtiment, mais aussi tout le matériel que je vois déployé. Voilà, j'ai eu la chance souvent d'être dans des studios, mais là, j'ai été impressionné. Donc, félicitations aux promoteurs et puis voilà, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons évoquer les aspects de ces deux fonctions sur lesquelles vous êtes quotidiennement absorbé. On parlera d'abord de cet aspect de l'orientation scolaire, professionnelle et même universitaire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une orientation scolaire? Très bien, l'orientation scolaire, c'est simplement, si je peux la décrire vraiment des mots simples, c'est trouver sa voie, trouver son chemin, choisir son avenir de manière simple, c'est réaliser son plein potentiel. Ouais, alors, quand on parle d'orientation scolaire, vous, par contre, vous avez cette possibilité d'être au-dessus des conseillers d'orientation parce que vous avez une plateforme, en quelque sorte, qui permet aux conseillers d'orientation de mieux faire leur travail, c'est ça? Exactement. Et comment ça se passe? Alors, très bien. On fédère les énergies des conseils d'orientation. L'idée, c'est... Alors, il faut digitaliser aujourd'hui l'éducation. Et les ratios dans l'orientation, c'est un conseil d'orientation pour 300 étudiants, en principe. Ce sont les ratios voulus par l'UNESCO. Mais malheureusement, dans nos établissements, il y a une pléthore d'étudiants, de lycéens, mais il y a très peu de conseils d'orientation. Du coup, la plateforme permet à ces conseils d'orientation de mieux s'exprimer et de toucher le grand nombre, surtout. C'est ça l'idée derrière. Donc, comment ça se passe simplement? Nous travaillons avec certains conseils d'orientation. Nous avons sélectionné certains conseils d'orientation avec qui on digitalise le processus afin que les jeunes puissent se connecter et recevoir les services de ces conseils d'orientation. Donc, c'est un projet qui de longue haleine. Et nous sommes, on va dire, à 50% de ce qu'on a fait. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Y en a-t-il? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Je préfère commencer par là. Peut-être que le conseil d'orientation montre des voies, parfois. Alors, je prends un exemple simple. Un jeune a le potentiel, il a le rêve de devenir pilote. Et malheureusement, le parent qui doit l'accompagner n'a pas suffisamment de moyens de réaliser ce rêve. Donc moi, je trouve un peu ça comme une limite. Et c'est donc pour ça qu'il faut aussi un encadrement. Il faudrait avoir la bonne information. Est-ce qu'il y a des bourses pour ce genre de jeunes? Est-ce qu'il y a des facilités qui puissent lui permettre de réaliser son rêve? Donc oui, ça peut être une limite de savoir que j'ai le potentiel de faire une formation X, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Donc oui. Par contre, est-ce qu'il y a des avantages? Il y en a une pléthore. Je prends souvent la figure simple. Si on sait qu'on veut aller à Yaoundé, le chemin devient plus simple. Si on sait qu'on veut aller à Bamenda, le chemin se trace tout seul. Donc, par contre, si on sort le matin et on ne sait pas où on veut aller, on ne saura pas quelle direction prendre. Donc, en fait, le symbole du conseil d'orientation, c'est une boussole. C'est celle qui permet d'aiguiller le jeune vers son avenir, simplement. Donc, les avantages, il y en a une pléthore. L'idée, c'est déjà de savoir qui on est et où est-ce qu'on veut aller. Et après, on va suivre le chemin, tout simplement. Quelles sont les qualités nécessaires à ce métier? Faut-il
être quelqu'un de particulier, un psychologue ou encore il y a d'autres qualités? Oui, bien sûr. Les conseillers d'orientation dans leur formation, ils ont des cours de psychologie aussi. Mais il y a déjà l'empathie, parce que le conseiller d'orientation, c'est une oreille pour l'élève. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au lycée, c'est l'avocat de l'élève devant le conseil de discipline. Donc le conseiller d'orientation prend cause pour l'élève, il épouse la cause de l'élève et il défend l'élève même face aux enseignants. Généralement, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Peut-être que ce n'est pas ça dans la formation, mais c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, le conseiller d'orientation est l'ami de la famille, en principe. Et il défend l'élève et ses problèmes dans le conseil d'orientation, dans le comité de direction, en fait, quand il faut exécuter le conseil. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Oui, il faut être empathique, il faut avoir une écoute attentive, parce que le métier même de conseiller d'orientation, ça demande d'écouter d'abord pour savoir appraiser le problème, quelle est la réelle situation de l'élève. Et ensuite, il faut être cultivé. Parce qu'aujourd'hui, les métiers, ça va très vite. Et le conseiller d'orientation est celui-là qui, parfois, amène sur la table du jeune la liste de nouveaux métiers. Donc, il faut être informé. Et c'est donc aussi ce que nous, on leur apporte. Y a-t-il une différence entre conseiller d'orientation, psychologue, ou coach d'orientation? Ou alors les trois sont réunis en un? Non, le psychologue a exactement une fonction bien précise. Le psychologue, il va diagnostiquer les causes d'un problème et autres. Il peut référer généralement. Parce que lui, il a les outils de diagnostic et après, il les réfère généralement chez les spécialistes autres parce qu'ils ne soignent pas tout. Le conseiller d'orientation, par contre, lui, il a une fonction bien précise aussi. C'est diagnostiquer le potentiel de l'élève et lui dire, voici les opportunités qui s'ouvrent à toi. Mais ce n'est pas lui qui fait la fin. Le parent et l'élève aussi font le travail. Ça veut dire, un cas simple, un jeune qui a des aptitudes pour faire médecine, le conseiller d'orientation peut pousser et aller, ok, tu as diagnostiqué les aptitudes, on t'a diagnostiqué les aptitudes pour faire sciences de la santé et autres. Voici les universités qui s'offrent à toi dans ton environnement. On peut aller jusqu'à lui dire, voici ce que coûte la scolarité, voilà les dates de concours, ainsi de suite. Mais après, va sur le terrain toi-même pour toucher du doigt. Parce qu'après, il faudrait toujours que le parent lui-même s'implique dans le processus d'orientation du jeune. Il ne faudrait pas qu'on vende une école. Non, on vend un parcours et le jeune lui-même, quand il se rend sur le terrain, il visite les locaux aussi et il se fait sa propre opinion de 2, 3 écoles afin de choisir la meilleure, celle qui lui sied. Parce qu'un environnement, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà. Maintenant, le coach a une boîte à outils. Donc le coach peut être un conseiller, c'est vrai, s'il entre dans le corps du conseiller d'orientation. Mais le coach, généralement, il a une boîte à outils. Et le métier de coaching est un métier transversal. C'est-à-dire que le coach n'a pas besoin de maîtriser exactement le métier de journaliste pour parler avec vous, le journaliste. Non. Le coach, il est transversal et avec sa boîte à outils, il peut sortir ce que la performance peut-être de l'élève, il peut la faire ressortir de lui et lui dire les astuces qu'il pourrait avoir pour voilà. Donc le coach en fait c'est quelqu'un qui cherche à faire sortir le potentiel et régler des situations. Voilà. Alors j'ai envie de vous poser une question un peu peut-être banale. Vous avez dit, existe-t-il des erreurs d'orientation? Est-ce que vous êtes coutumier à ce genre de fait? Oui, alors il faut savoir que le conseil d'orientation, ça se fait à plusieurs niveaux. Dans le processus, il y a des tests psychométriques. Là où une erreur peut intervenir, parce qu'effectivement, ce n'est pas 100%, tout à fait. Là où une erreur peut intervenir, c'est le jeune qui remplit, bien le parent qui remplit le test peut donner des informations qui sont erronées. Erronées. Parce que, après tout, ça dépend de lui, d'abord. C'est lui qui remplit ces informations. Donc, s'il remplit les fausses informations, les tests qui sont homologués, qui sont déjà informatisés, eux, ils vont retranscrire ce que il a reçu ce qu'ils ont reçu comme information. Et puis, malheureusement, on peut avoir, mais de manière générale, c'est difficile qu'ils remplissent faux partout. Il y a toujours des marges d'erreur. Maintenant, en dehors de ces tests,
d'orientation, il y a aussi le one-to-one, des sessions de one-to-one, donc de coaching, je veux dire, d'écoute, de discussion avec le parent, et les thèmes techniques et l'anamnèse. Une discussion, un diagnostic complet du jeune depuis son enfance jusqu'à l'âge où il est en ce moment, pour savoir vraiment c'est quoi les différentes étapes qu'il a passées juste pour arriver là où on est maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'on souhaite faire pour l'avenir. Tout à fait. Donc, après, on va croiser, il y a plusieurs tests. On peut aller sur un test psychologique, on peut aller sur un test de personnalité, on peut aller sur un test de stress. Tous ces tests-là permettent aux jeunes, permettent au conseiller d'orientation d'avoir une idée claire de son sujet, de son client. Tout à fait. Et après, il peut faire des recommandations. Donc, c'est un métier scientifique, contrairement à ce qu'on pense, ou bien contrairement à la façon dont c'est appliqué de manière vulgaire au Cameroun. C'est un métier purement scientifique. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur dans les prévisions. Maintenant, il peut arriver que les recommandations ne soient pas suivies, mais le conseil d'orientation ressort le potentiel du jeune d'abord. Oui. Y a-t-il des cas où un jeune aurait choisi une orientation de commun accord avec vous, le conseiller, et puis au bout de cette filière, à la fin même de cette formation, il décide comme ça de vouloir changer et se dire je ne me sens pas à l'aise. Très bien. Je vais rentrer encore un peu dans la technique. Par exemple, si on choisit un métier des sciences de l'ingénieur, ça veut dire que quand on a fait les tests, on a vu que vous avez le potentiel, vous êtes peut-être un créatif. Du coup, vous pouvez toucher à plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des métiers qui ont besoin d'un profil de créatif? Oui, il y a ingénieur et il y a d'autres métiers. Donc, vous ne pouvez pas que faire l'ingénierie, vous pouvez faire l'ingénierie et autre chose. Du coup, le conseil ne donne pas une seule piste. C'est une panoplie de métiers. Et voilà. Donc, il peut arriver, et vraiment c'est rare, qu'on change d'idée parce que oui, au fur et à mesure que les temps changent aussi, les envies peuvent évoluer. Mais le test d'orientation va ressortir le potentiel de l'homme. Vous pouvez décider de ne pas exploiter ce potentiel. Mais on révèle déjà quel est votre potentiel. Maintenant, vous pouvez avoir envie de faire autre chose. Autre chose, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire quand on dit vous avez le potentiel de faire 3 métiers. Vous pouvez dire non, moi je peux faire le 4e, qui n'est pas dans la liste. Alors, si vous voulez faire le 4e, mettez-vous au travail pour le réaliser. Donc, c'est en réalité, on vous met sur une voie et après, à vous de choisir. C'est ça. Donc, oui, quelqu'un peut décider à la fin de ne pas faire ce qu'on lui a proposé. Sur les réseaux et sur beaucoup d'autres plateformes, on voit des services proposés dans le sens de l'orientation scolaire ou professionnelle. Et on peut se tromper. Est-ce que vous avez une particularité, vous qui encadrez les conseillers d'orientation, qu'est-ce qui fait votre différence, qu'est-ce qui fait votre particularité, justement? Alors, le terme juste n'est pas encadré, c'est collaborer. C'est une collaboration. Collaborer, parce que c'est eux qui ont l'expertise. Nous, ce qu'on fait, c'est fédérer cette expertise et puis la mettre sur une plateforme. Voilà, leur apporter d'autres outils qu'ils n'ont peut-être pas encore ici. Donc, on leur apporte des outils digitaux qu'ils n'avaient pas et ça facilite le travail. Mais alors, qu'est-ce qui fait notre particularité? C'est que nous travaillons avec des conseillers d'orientation qui sont qualifiés. De manière générale, on a commencé avec Chef Service. Chef Service, c'est dans la classification chez nous, c'est à peu près 7-8 années d'expérience minimum. Tout à fait. Donc, du coup, on travaille avec des gens quand même qui sont... Mais surtout, des gens qui sont passionnés. Parce que oui, dans le corps des conseillers aussi, tout le monde n'est pas passionné. Il y a certains qui sont rentrés. Aimer d'abord son métier. Voilà. Donc, la particularité, c'est que ce sont des gens qui aiment le métier. Et on a eu le temps de faire les entretiens avant de les embarquer. Tout à fait. C'est des gens qui comprennent de quoi il s'agit, qui aiment. Et c'est comme ça. Alors, à partir de quel niveau scolaire doit-on commencer à orienter le jeune?
Ou alors lui-même doit-il commencer à prendre conscience? Vous pensez que c'est à partir de quel niveau scolaire? Ça se fait vraiment. Graduellement. Il n'y a pas. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas au bac. Non, c'est mort. Et il n'y a pas une étape bien précise. Le conseil d'orientation, c'est toute la vie. Parce que vous avez parlé en début d'émission du conseil orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Professionnel, tout à fait. Professionnel, ça veut dire qu'on peut être appelé à changer de voie demain. Alors, très bien. Ça sous-entend que le conseil d'orientation, c'est à tout moment. Ouais. Maintenant, vous avez certainement des enfants à la maison. Si vous avez des enfants, vous voyez qu'il y a certains qui s'intéressent à X ou Y chose et ça vous interpelle. On se demande, il apprend ça, il a appris ça. Oh. Il a vu. Et puis, parfois, certains, même dans les dessins animés, ils choisissent certains dessins animés, ceux qui sont la science, mais pas d'autres. Du coup, vous voyez déjà qu'il y a un intérêt qui naît et c'est presque inné. Voilà. À partir de ce moment, est-ce qu'on peut l'assister? Oui, on peut l'assister. Mais c'est encore un peu tôt. Donc, on peut l'accompagner à se développer parce que le cerveau n'est pas encore prêt. Au-delà, à partir de 15 ans, 16 ans, l'enfant commence. C'est entre un ado et un petit adulte. Voilà. Donc là aussi, on peut l'accompagner davantage. Le conseil, vraiment, il faut checker à tout moment. En sixième, graduellement, de manière graduelle, si on peut dire. Voilà. En sixième, ce serait bien qu'on fasse un check-up pour savoir c'est quoi les positions en ce moment, l'accompagner dans ce qu'on voit qui pourrait l'intéresser. En quatrième, troisième, pareil, et ainsi de suite. En seconde, vraiment qu'on le fasse graduellement. Il y a des classes Carrefour où on doit prendre des directions comme décider d'aller en technique, où ça c'est presque obligatoire de le faire pour se rassurer qu'on va faire le bon choix. Et aussi en terminale, quand on va choisir maintenant sa carrière. Donc là aussi c'est primordial de faire un conseil, de faire un test, d'être accompagné en fait par un conseil d'orientation. Et ça commence avant la terminale, c'est important. Toujours avant la terminale. C'est mieux de le faire ce niveau seconde première, parce que là on peut anticiper. On peut anticiper même au niveau de la scolarité, parce que les temps sont durs dans notre environnement. Et il faudrait que le parent sache que ce que mon enfant veut faire, c'est l'ingénierie, ça coûte 500, 1 million, et que je me prépare pour pouvoir satisfaire ses besoins. Voilà. Vous arrive-t-il d'avoir des jeunes qui vous parlent d'une orientation dont vous n'avez presque jamais entendu parler? Est-ce que c'est de coutume? Ça arrive? Ça arrive. C'est arrivé récemment d'ailleurs lors d'un salon à Bafoussam où j'ai rencontré une jeune fille assez vaillante qui m'a parlé d'hydraulicienne. Elle savait exactement, j'avais une idée, mais je ne savais pas ce qu'elle maîtrise elle. Donc, elle a tellement poussé la recherche qu'elle sait exactement dans quelle école elle veut le faire au Cameroun et ce qu'elle veut résoudre comme problème. Donc oui, il y a des jeunes comme ça qui sont déjà fixés sur leur choix d'avenir. Et c'est justement les jeunes modèles, quoi. C'est ce qu'on veut pour les autres. Vous parlez dans vos vidéos, dans vos interventions, des jeunes d'une certaine tranche. Oui. C'est entre 8, vous spécialement, entre 8 et 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce à dire que le supérieur n'est plus dans votre carnet? Non. Alors, on parle à partir de 11 ans. OK. De 11 à 28 ans. De 11 à 28 ans, parce qu'on imagine le bac, c'est à l'âge de 17, entre 17 et 18 ans, et l'université par la suite. Donc, et l'université se termine aux environs de 25 ans, là, ça devient un jeune professionnel. Donc, notre accompagnement, c'est depuis 11 ans au check-up, pour le jeune de 6e, et jusqu'à l'insertion dans le monde professionnel. Alors, comment est-ce que ça se fait? Ça se fait avec des mentors. Donc, il y a des mentors qui accompagnent les jeunes qui sont déjà à l'université afin d'intégrer le milieu professionnel. Vous arrive-t-il de rencontrer des jeunes qui, après une discussion avec vous, vous disent à quoi bon, puisque même si j'ai des diplômes demain ou après-demain, je ne suis pas sûr d'avoir un emploi? Bien sûr, bien sûr. Il y a des jeunes qui sont au fait de la réalité du pays. Le pays nos environnements ne sont pas très favorables, malheureusement, pour l'instant. Il n'y a pas une panoplie de boulot. Par contre, et c'est la raison pour laquelle on leur apporte tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, même dans le conseil d'orientation, on a intégré aujourd'hui la facilité avec ceux qui font de l'entrepreneuriat, des coachs en entrepreneuriat, pour développer d'autres facultés de ces jeunes. Oui, tout le monde n'est pas obligé de faire de longues études.
On n'est pas obligé d'avoir tous des bacs plus 7, des bacs plus 5, non. Après la terminale, on peut se lancer pour certains. Après le BTS ou d'autres au niveau de la licence. Donc, quand un jeune a ce genre de discours, ça veut dire qu'il est un peu désespéré. Donc, il faudrait lui montrer que tu as du potentiel et tu peux le développer. Et regarder surtout les mentors, des modèles de réussite. Parce que quand un jeune arrive et dit il n'y a pas, on peut lui citer une panoplie de jeunes Camerounais qui s'en sortent aussi. Qui trouvent du boulot. Qui trouvent du boulot ou qui génèrent des lui emplois. Donner une sorte d'espoir. Ça lui donne de l'espoir, ça lui donne du hope. Et c'est ça en fait notre plateforme. Quand on regroupe ces mentors, c'est pour qu'ils apportent du plus aux jeunes qui ont parfois perdu espoir. Qu'ils aient ces grands frères-là qui n'ont peut-être pas dans leur famille et qui peuvent leur montrer le chemin. On sait que le système éducatif camerounais ne dispose pas toujours de ressources adéquates. Vous pensez qu'il y a assez de conseillers d'orientation dans notre pays? Tout à l'heure, j'ai parlé du ratio, c'est un conseiller d'orientation pour 300 élèves. Non, dans nos lycées, généralement, vous allez voir un lycée de 4000 élèves, il y a 5-6 conseillers d'orientation. C'est ça. Ce n'est pas toujours ça. Le gouvernement fait ce qu'il peut pour essayer de résorber, mais ce n'est pas toujours ça. Et puis, il n'y a pas qu'au Cameroun. Hein. Moi, je regarde beaucoup l'exemple de la France, du Canada, où les conseillers d'orientation sont aussi en manque. Parce que même si on va sur un conseiller pour 300, parfois, ce n'est pas optimal. Et c'est la raison pour laquelle il faut basculer sur la digitalisation pour toucher le plus grand nombre. Parce que les gens aussi veulent rester dans les métropoles, alors que nous avons aussi de la famille ailleurs, dans les zones rurales. Et là-bas, c'est un peu difficile. Un lycée, il n'y a parfois pas de conseil d'orientation. Tout à fait. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Oui, disons, les lycées, ils en ont, mais les collèges, pas du tout. Malheureusement, les collèges n'ont pas. C'est dommage. C'est dommage. Certains promoteurs de collèges réussissent à avoir des conseils d'orientation en part-time, ce qui est vraiment à féliciter parce que ce sont des Camerounais. Et demain, le président de la République peut venir d'un collège. Tout à fait. Donc, il a besoin aussi d'être orienté. Dans vos différents types d'orientation, vous avez souvent affaire certainement à des parents qui influencent leurs enfants et obligent même ces derniers à choisir une filière dont le jeune n'a peut-être pas pensé et ne voudrait même pas. Dans ce cas, quelle est votre action? Alors, il y a des images parlantes, un peu comme Bill Cosby, que certainement vous connaissez, qui est un célèbre médecin, qui est un célèbre humoriste. À la base. Voilà, mais il a fait des études de médecine. Après, il a enlevé sa blouse, sa cape, il l'a remise à son parent. Et il a fait ce qu'il aime. Le problème du parent, c'est que son enfant réussisse. En fait, le parent ne le fait pas avec une mauvaise intention. Du coup, il faut rassurer le parent en lui disant il y a des opportunités dans tous les domaines. Le problème, c'est d'accompagner le jeune. Et bien l'accompagner. Je prends souvent l'exemple de la musique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins qui peuvent parler à Richard Bonnet. Ben non. Je ne sais pas, même dans le football, on connaît des gens qui gagnent bien leur vie. Donc, est-ce que dans la musique on s'en sort? Est-ce que dans l'ingénierie on s'en sort? Est-ce que dans l'entrepreneuriat on s'en sort? Oui, on s'en sort. Est-ce que le jeune a le potentiel de réaliser ses rêves dans ces domaines-là? Oui, il peut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un accompagnement. Un accompagnement, ça veut dire du mentoring, c'est très important. On dit souvent que vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous traînez. Donc, si vous êtes dans l'environnement qui est conducif, comme on dit en anglais, où c'est positif, vous allez être. Je sais, je regarde les gens qui sont derrière les caméras. Pour beaucoup, ils ont commencé par le métier de terrain. C'est aujourd'hui au Cameroun qu'il y a des écoles audiovisuelles. Avant, il n'y en avait pas. Tout à fait. Mais pourtant, on en a formé des bons, des excellents. Donc, c'est parce qu'ils avaient des mentors qui leur ont tenu la main. Donc, oui, aux parents, on dit, OK, vous voulez être médecin, peut-être que vous avez une entreprise familiale. Et ça, c'est un très gros problème. Et le jeune ne veut pas. Et là, ça commence parce que le parent, quand il lève ses investissements, il souhaite que son enfant, que sa progéniture suive. Et oui, ça peut être un problème. Ce qu'on dit, c'est de faire la méthode ce qu'on leur propose généralement, c'est d'appliquer la méthode du chasseur.
ou bien du pêcheur. On remarque que généralement dans une famille, dans nos villages, le meilleur chasseur, son fils est le meilleur chasseur des enfants. Pourquoi? Parce qu'il le traîne régulièrement avec lui à la chasse. Donc il lui donne envie. Et ça commence jeune. Donc que le parent, si le parent souhaite que son enfant devienne un médecin, un ingénieur, que dans ses contacts, qu'il cherche à mettre l'enfant en parrainage avec un médecin qui lui parle de son métier. Parce que l'amour de métier, le jeune, c'est un disque du vide, et on peut insérer tout ce qu'on veut. Donc, si on a laissé que l'enfant se familiarise plus avec autre chose que ce qu'on souhaite demain, il peut être un peu tard. Et là, il y a un conflit. Donc oui, il faudrait amener le jeune progressivement vers l'idéal qu'on souhaite. Et là, vous n'aurez rien imposé, au contraire, le jeune sera content. Donc c'est pourquoi on parle d'accompagnement. Tout à fait. Il faut absolument accompagner les ambitions. Là, c'est ce que vous dites aux parents. Mais comment accompagnez-vous ces jeunes qui se sentent frustrés à ce moment-là, puisqu'ils ont besoin d'un soutien particulier? C'est la main qui paye, c'est celle qui reçoit. Ça, il faut le savoir. Donc, le plus difficile, généralement, c'est le parent. Parce que si le parent baisse la garde, le jeune va faire ce qu'il veut. Alors, quand on est face à un cas où le parent a dit « je veux qu'il fasse médecine et que ces tests lui permettent de faire autre chose, on peut déjà lui parler scientifiquement pour dire « voici, tiens, voilà ce que les tests disent. Maintenant, est-ce qu'on peut l'accompagner ou pas ?» C'est vraiment au parent de décider. Après tout, c'est son enfant. Et les jeunes sont parfois braqués. On demande à certains d'utiliser des méthodes des moyens de contournement. Récemment, avec un jeune qui voulait faire l'hôtellerie. C'était un bon cuisinier. Et vraiment, c'est sa passion. Dans l'école de sa maman, elle a une école, il fait cuisine. Vraiment, et il aide les jeunes enfants. Donc c'est lui qui avait la cantine. C'était sa passion. Et pourtant, le papa a beaucoup d'investissements et des imprimeries et autres. Et il souhaite que son enfant fasse finance pour suivre. Il y a eu un challenge. Et ce que nous, on lui a conseillé, c'est de dire, tiens, l'esprit de papa, c'est de pouvoir voir quelqu'un qui va continuer ses affaires demain. Tout à fait. Toi, tu es passionné par l'hôtellerie, par être chef. Vous allez blinder les deux. Dis-lui que je souhaite donc continuer pour que tu ouvres un hôtel, par exemple. Et ça changeait complètement le mind du parent. Le parent a dit, OK, l'hôtel, c'est un bon investissement. Et il l'a envoyé étudier en Suisse. Et aujourd'hui, il est rentré et il s'entend très bien. Pourtant, le courant ne passait pas. Donc, il peut aussi avoir des blends comme ça. On mélange les deux et s'en sort. On sait que les informations sur les différentes filières d'études dans notre pays ne sont pas toujours disponibles partout où il faut. Comment est-ce que vous gérez ces jeunes issus des milieux défavorisés? Alors, c'est même l'objet de notre plateforme. Si je me permets rapidement de briefer dessus. Student Mag, c'est une plateforme d'orientation qu'on a créée et qui apporte l'information sur les différentes formations dans notre contexte africain. Parce que Student Mag, pour l'instant, est basé dans 5 pays, mais on vise 30 pays. De manière simpliste, on a rassemblé toutes les universités du Cameroun dans un document, par exemple. Et non seulement c'est dans ce document, mais c'est aussi sur une autre plateforme. Sur une plateforme. Ça veut dire que d'ici le mois d'août, les jeunes auront accès, chercheront où est-ce qu'ils vont fréquenter, que de se dire, bon, dans mon quartier, j'ai une école. Sur la plateforme, on peut avoir accès à toutes les universités du Cameroun. Donc, ceux qui sont aussi dans l'arrière-pays peuvent avoir accès à cette information grâce à la plateforme. À défaut d'avoir le document physique que voilà, vous pouvez avoir toutes ces informations sur une plateforme. Là, nous sommes en train de négocier avec certaines entreprises de télécommunications pour que la plateforme soit accessible gratuitement, sans crédit, sans dépenser des détails. Ce qui peut faciliter justement l'accès à ces jeunes de l'arrière-pays. Donc, ce qu'on leur demande, c'est d'être alerte, parce qu'aujourd'hui, l'information, ça va vite, et l'information est disponible sur les réseaux. Donc, oui. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Pensez-vous que les autorités éducatives de notre pays prennent ce problème à bras-le-corps et surtout essayent d'investir un tout petit peu pour que cela change un peu? Tout à l'heure, on évoquait le nombre de conseillers par rapport au nombre d'élèves. Pensez-vous qu'ils prennent ce problème à cœur? Alors,
Oui, l'État agit, et vous savez que l'État agit toujours un peu avec un retard parce que c'est une machine assez lourde, c'est une machine assez grosse. Donc, on souhaite qu'ils anticipent un peu plus. L'État fait généralement ce qu'il... Il y a des indicateurs, hein, 20% de budget PIB dans l'éducation, c'est ce qui est fait généralement partout en Afrique. Ouais. Mais le problème, c'est que la croissance va très vite. Les jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes. Ouais. Les effectifs pléthoriques. Voilà. Du coup, ça sera difficile à suivre. Et on ne peut pas passer à 40%, c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que le secteur privé aussi s'intéresse davantage à l'éducation de manière générale et à l'orientation de manière particulière. Et que ce soit digitalisé pour que le plus grand nombre ait accès à la bonne information. Tout à fait. Et aux bonnes formations. Tout à fait. Donc c'est primordial. Aujourd'hui, il y a des conseillers d'orientation qui sont formés à l'INSET, et qui sont peu intégrés, par exemple. Mais c'est une filière qui existe. Et il faudrait aussi que les Africains comprennent que le conseiller d'orientation peut faire vivre son nom. Il est comme un médecin, il a une expertise qu'il peut vendre. Tout à fait. De manière simple. Et une fois que ce sera pensé comme ça, vous allez voir que les cabinets vont proliférer un peu plus. Et puis ça va faciliter la vie aux Camerounais. Parce qu'un homme qui est bien éduqué, on a dit que c'est une communauté concrète, mais en fait, il faut que la personne soit bien orientée avant de recevoir la meilleure éducation. Très important. Voilà. Très important. C'est ça. Que pensez-vous du système éducatif camerounais? Votre mot là-dessus. Si on parle du système qui a formé tous ces illustres Camerounais qui sont dans les grandes universités, dans les grandes entreprises, Boeing, un Camerounais par exemple, qui se charge de toute la flotte mondiale, c'est un Camerounais qui est directeur. On ne parle pas de ceux qui sont à la NASA, qui sont... Je voudrais surtout parler du système actuel. Oui, bien sûr, j'en viens. C'est le même système, il n'a pas beaucoup changé. Ouais. Peut-être que vous parlez de l'immixtion des réseaux sociaux dans la vie des jeunes, ce qui est difficilement contrôlable, et c'est comme ça partout. Maintenant, est-ce que le système peut s'améliorer? Oui, there's always room for improvement. Ouais. Donc, il faudrait peut-être que le système intègre davantage tout ce qui est pratique comparé à la théorie. Vraiment, qu'on essaye de rendre les choses beaucoup plus pratiques. Et que ce soit un peu terre à terre. C'est ce que je peux dire. Mais les pouvoirs publics font vraiment ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent faire pour que ça avance. Et les parents aussi doivent s'impliquer davantage dans la formation de leurs enfants. C'est vraiment très important. En parlant de ces parents, comment les convaincre qu'investir dans ce domaine, vers les conseillers d'orientation, c'est une promesse d'avenir qui peut tenir le coup? C'est assez simple. Le taux de décrochage scolaire en Afrique subsaharienne est de 60%. Ça veut dire que... parce qu'en fait, quand je pose cette question, c'est parce qu'à un moment, on a l'impression que l'orientation scolaire est parfois destinée aux enfants de bourgeois. Oui, j'en arrivais. Je ne pense pas à l'orientation scolaire. Les bourgeois, pourquoi? Parce qu'ils savent le potentiel, ils savent le outcome qu'ils retirent du conseil. Ils sont habitués au cabinet conseil, donc ils savent que le conseil d'un spécialiste, ils savent ce que ça vaut. Vaut la peine, Voilà. Maintenant, celui qui n'a pas ses moyens, bien qui n'a pas ses habitudes, estime que bon, c'est rien. Mais là, je parlais tout à l'heure du taux de décrochage scolaire. Pourquoi? 60% des Sud-Africains de l'Afrique subsaharienne décrochent. Ça veut dire que sur 10 enfants qui arrivent à l'université, il y a 6 qui abandonnent. C'est très important. Ça veut dire quoi? Allez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de l'argent qui a été payé à l'université pour le parent. Une scolarité, même si ce n'est qu'à l'université, elle coûte 50 000 francs minimum au Cameroun. Ou alors si c'est dans des formations professionnelles, elles vont coûter 350 000 à peu près. Ça veut dire que le parent a payé 350 000 francs. Il a payé la chambre de l'étudiant, il a payé la nutrition et le transport. Donc, on est dans un budget moyen de 500 000 à 1 million de francs, 500 à 700 000 francs par an. Le conseil, l'expertise d'un conseil d'orientation ne coûte pas 50 100 000 francs. Donc, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Oui. Pourquoi? Pour deux choses. La première, on a déjà la bonne information. La deuxième, on save en argent.
on gagne en argent tout en étant assuré que les choses vont aller bien. Vous voyez un peu? Donc les parents, ils ont besoin d'éducation, c'est sûr. Ils ont besoin d'éducation dans ces domaines. Et progressivement, ça va aller. Nous sommes là pour ça et la plateforme est là pour durer. Est-ce que dans notre pays, les conseillers d'orientation arrivent à convaincre, surtout avec tous les stéréotypies professionnelles qui existent chez nous et ces forcing parentales, j'ai envie de dire, sur les enfants? Généralement, on convainc dans ce domaine avec des preuves. Et quand les retours d'étudiants, de jeunes élèves viennent dire, madame, après être en 3e année, elle revient et dit, vous m'avez aidé. Voilà, le programme que j'ai choisi, les leçons que j'ai apprises, parce que le planning d'études, par exemple, c'est un travail que les consultations font. Comment s'organiser de manière simple. Alors, ça suit les élèves toute leur vie. Pas uniquement toute leur vie estudiantine, mais toute leur vie, même professionnelle. Du coup, il y a beaucoup ceux qui prennent au sérieux. Le problème, en ce moment, c'est qu'on ne prend pas le conseil d'orientation au sérieux de manière générale dans le système. Effectivement. Même entre les enseignants, hein, quand vous avez vu récemment la grève des enseignants, on a mis les conseils d'orientation un peu à part. À part. Voilà. Du coup, il faudrait recentrer. Le conseil d'orientation est au centre, normalement, de la vie du jeune. Parce qu'on parle de potentiel. Quand on est bien orienté, on réalise son plein potentiel. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Et ça ne coûte pas cher. Donc, est-ce que les conseils d'orientation sont écoutés par les parents? Les parents qui savent ce que c'est que le conseil d'orientation écoute. Maintenant, nous sommes aussi là pour éduquer les foules, les masses, pour leur dire, écoutez, ne prenez pas à la légère, c'est très important. Monsieur Patrick Ngounou, j'espère que cette fois-ci c'est bien prononcé. Merci beaucoup. On va essayer d'avancer, mais parler cette fois-ci de la mobilité internationale. D'accord. Comment faites-vous déjà pour essayer de gérer ces deux fonctions? C'est vrai qu'elles sont presque identiques. Tout à fait. Mais comment faites-vous pour avoir assez de temps pour en sortir dans ce domaine, dans ces deux domaines? C'est des domaines complémentaires. Tout à fait. Déjà, il y a des formations qu'il n'y a pas en Afrique, naturellement, voilà, il faut trouver d'autres opportunités. Et donc, c'est une continuité en réalité. Et il y a aussi des parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants, parce que peut-être ils ont déjà des familles à l'extérieur, ou bien souhaitent que leurs enfants épousent d'autres cultures, parce que c'est toujours bien, préfèrent les envoyer dans d'autres pays, que ce soit africains ou étrangers. Donc voilà, nous avons cette chance d'avoir des partenaires depuis un moment, depuis 2006, d'avoir des partenariats que nous avons noués dans ces domaines et nous faisons des channels simplement pour que les étudiants obtiennent la meilleure éducation. Ce qui nous pousse, ce qui nous motive, c'est la qualité. Donc c'est une exigence de qualité. Est-ce que le jeune peut s'en sortir où il va? Oui. Alors, l'essentiel, c'est que le jeune soit formé. Avant de continuer, pour nos téléspectateurs, quel est le rôle d'un conseiller en mobilité internationale? Si vous vous déplacez de Douala pour aller à Bertois sans avoir aucune information, il y a des petits stress. C'est des petits stress, mais vous savez que vous êtes dans un environnement où vous allez rencontrer votre frère camerounais. S'il faut se déplacer de Douala pour se rendre à New York ou bien en Guadeloupe, je ne sais pas dans quel autre pays, ça c'est des gros stress. Parce qu'il faut prendre l'avion, ce que le jeune n'a pas encore fait certainement, dans la plupart du temps, et il faut s'intégrer là-bas. Ça se passe comment? Dans un environnement où on n'utilise pas beaucoup la monnaie, comment ça se passe? Donc toute cette chaîne-là, depuis, déjà, il faut obtenir une admission, une lettre d'admission dans une université. Parfois, on ne sait pas comment ça se fait, quels sont les requirements de cette université. Tout à fait. Les jeunes, le parent ne savent pas. Donc nous, on est là pour ça, ça. pour permettre à ce jeune de quitter de Douala pour les États-Unis et de commencer une nouvelle vie. Donc le réseau, non seulement le réseau, mais tout ce qui va avec, le loyer, le nouveau loyer, la carte bancaire, le compte bancaire, ainsi de suite. Donc ça, c'est le travail d'un conseiller. Oui. Ce métier n'est pas beaucoup connu, parce que le plus souvent, on compte sur la famille, les frères qui sont de l'autre côté, c'est eux qui essayent de jouer ce rôle, et on trouve des couacs et des échecs. Oui, et surtout que quand
le conseil d'un spécialiste a toujours sa place parce qu'il a l'avantage de voir plusieurs types de dossiers différents. Donc, il a plusieurs expériences. Votre frère qui se retrouve au Kenya, en Nairobi, lui, il connaît sa situation et il ne va vous orienter que par rapport à ses données à lui. Pourtant, le conseiller, il a une panoplie. Tout à fait. Un peu, tout à fait. Du coup, oui, le conseil n'est pas trop connu. Nous, quand on s'est installé en 2006, il y avait que 3 ou 4 agences. C'est vrai, et beaucoup ont fermé entre-temps aussi. Mais progressivement, avec les réseaux Internet et autres, ça se développe. Les parents font quand même de plus en plus recours à ces services-là. Et si on peut le dire, comment se déroule une prestation en mobilité internationale? C'est assez simple. Comme je vous ai dit, le jeune, quand il arrive, déjà, il a son besoin. Il veut voyager. Certains ne savent pas où ils veulent aller. Ils veulent juste suivre telle formation. Donc, parfois, c'est à nous de dire... Et vous renseignez d'abord sur ses besoins? Oui, bien sûr. Oui. On check d'abord ses besoins. Une fois qu'on sait quels sont ses besoins, on lui fait des propositions. Parce qu'il y a un aspect très, très, très utile, important, je veux dire, c'est les coûts. Surtout les coûts. On a, dans nos débuts, fait des erreurs et envoyé des étudiants dans des pays où ils n'ont pas pu suivre. Ouais. Ça veut dire que vous envoyez un jeune au Canada, peut-être parce qu'il y avait un budget d'un bien qui a été vendu pour l'envoyer, mais après, il ne suit pas, il arrête l'école. Est-ce que là, ce n'est pas parfois la faute du conseiller en mobilité internationale qui n'aurait pas su faire son travail? Justement, ça j'ai reconnu, c'est pour ça qu'on a fait des erreurs au début de notre carrière. On a fait des erreurs parce que l'idée c'était d'envoyer absolument. Mais aujourd'hui, on réussit à convaincre le parent pour lui dire, écoutez, vous êtes en train de consentir des investissements assez lourds, le budget est de X millions, est-ce qu'il ne faudrait pas vous rassurer que ce budget, qu'il finisse les études avec, que de l'envoyer dans une zone d'incertitude où on va dire il va se débrouiller. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. L'aspect coût est très important dans la mobilité. Donc on sait leur donner un devis clair où rien ne doit changer après, d'avance, pour que le parent se prépare. Une fois qu'il s'est préparé, il sait que bon voilà, l'enfant va partir, ça va me coûter telle somme, et ainsi de suite. Les petits aléas sont prévus et c'est assez smooth, quoi. Est-ce que vous avez les statistiques sur les taux de réussite de cette mobilité internationale, des cas que vous avez traités? Oui, nos cas personnellement, pour ceux qui sont déjà installés là-bas, il y a certains qui ont mis beaucoup de temps, c'est vrai, mais pour réaliser leurs études, finalement, ils ont obtenu leur bachelor aux États-Unis. Alors, on peut dire qu'on peut être au-delà de 90%. Pour ceux d'intégration, parce qu'à la fin, on regarde, est-ce qu'ils sont intégrés totalement dans la vie? Oui. Il y a certains dont on n'a pas de nouvelles, malheureusement, mais de manière générale, on essaie de garder le contact. On a créé des réseaux avec nos anciens étudiants, nos alumni, comme on les appelle. Ouais. Je disais tout à l'heure, le métier n'est pas très connu, mais que faites-vous pour que... Parce que les parents, il y a des parents qui ont besoin des conseillers en mobilité internationale, mais qui ne savent même pas où les trouver. Et même dans les recherches, des fois, on a du mal à trouver, c'est rare. On reçoit beaucoup de demandes déjà par Internet, parce qu'on a un site Internet bien connu, et ainsi de suite. On reçoit beaucoup par Internet, parce qu'aujourd'hui, Google, c'est la première source d'études à l'étranger. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est ça. Et puis, quand on passe dans les établissements scolaires, on en parle. On distribue généralement des flyers, mais on en parle aussi aux étudiants. Maintenant, avec notre plateforme StudentMax, c'est quelque chose qui va couler de source, parce que derrière, ça draine un grand monde, et puis on va aussi proposer ce genre de service. Alors, monsieur Ngonou, nous allons arriver au terme de notre entretien. C'était un plaisir, mais en regardant la caméra, est-ce que vous aurez 2 mots? Premier, il va falloir s'adresser à tous ceux qui ont besoin d'orientation scolaire. Comment faut-il faire pour ne pas se tromper? Je ne parle pas dans les lycées. Je parle des parents qui, par exemple, on a évoqué le cas des collèges où il n'existe pas du tout. Et parfois même dans les quartiers, on voit des gens qui se présentent comme des conseillers en orientation, mais on ne sait pas quelles sont leurs formations. Tout à fait. Et ensuite, sur la mobilité internationale, vous aurez aussi certainement votre mot à dire pour amener les parents à savoir comment faut-il faire pour ne pas se tromper. Alors, très simplement, pour tout ce qui est
tout ce qui est conseil d'orientation, je souhaite dire aux parents de se rapprocher de ceux qui ont de l'expertise. C'est important parce qu'il y va de l'avenir des jeunes, il y va de l'avenir de nos enfants. Et à la fin, ceux qui ont l'expertise et ont les outils pour mieux orienter les jeunes, ils peuvent les assister. C'est de manière simple. Hein. Donc, aux parents, je demande de se rapprocher de ceux qui ont l'expertise. La plateforme StudentMag, c'est www.studentmag.africa. Dessus, vous pourrez avoir les informations nécessaires pour rencontrer un conseiller d'orientation et vous faire assister, vous faire accompagner. Alors, M. Ngonou, merci beaucoup pour votre visite. Je vous en prie. Nous avons été très ravis et vos réponses ont été édifiantes. Merci.